C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Alors, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur la facturation électronique. Donc, je suis accompagnée de Madame Duval et Monsieur Lucas, donc du cabinet Grant Thornton, qui vont vous présenter dans quelques instants les différents aspects de la réglementation sur la facturation électronique. Moi, je vais juste prendre 2 petites minutes pour vous parler un petit peu de la filière ferroviaire et de l'AIF. Alors, la filière ferroviaire, donc la région des Hauts-de-France est la première région ferroviaire d'Europe, donc qui compte aujourd'hui environ 200 équipementiers et sous-traitants, ce qui représente environ 40% de la production nationale. Donc, on a tous les acteurs de la filière qui sont présents sur le territoire et ça représente entre 15 et 16 000 emplois. Alors, un petit souci technique, excusez-moi. Bon, je repars en arrière, s'il te plaît. Vous voulez? Merci. Donc l'AIF aujourd'hui est le premier cluster ferroviaire de France. Donc il a été créé en 1995 et on fêtera cette année nos 30 ans. Donc avec pour principal objectif vraiment d'accompagner les entreprises présentes sur le territoire, les accompagner à accroître leur activité et puis maintenir l'emploi sur le territoire. Donc aujourd'hui au sein de l'association, 100% des acteurs du ferroviaire sont représentés. Et donc aujourd'hui on a environ 120 adhérents au sein de l'association. Donc, ces adhérents, nous, on les accompagne sur différents sujets, notamment le développement du business. On est également là pour conforter et accroître l'activité sur la région en soutenant les entreprises dans le développement justement de leur business, autant sur le territoire national qu'international. Et puis, on va également accompagner nos adhérents sur la promotion de l'emploi, la formation, le développement des compétences. Donc voilà, on est présent sur différents sujets. On vous accompagne par le biais d'événements, d'actions, de clubs d'intérêt qui sont mis en place à vos côtés. Donc là, vous avez la cartographie de nos adhérents. Donc c'est vraiment l'ensemble des entreprises qui adhèrent aujourd'hui à l'association et qui sont réparties sur le territoire des Hauts-de-France, avec une très forte concentration donc, sur le Hainaut, qui représente 60% de la production régionale, et une concentration également sur les de nos entreprises. Pour mettre en place l'ensemble de ces actions et de ces projets, donc on a différents soutiens et partenaires qu'on remercie et qui nous accompagnent au quotidien. Donc je vais maintenant passer la parole à Madame Duval et à Monsieur Lucas, donc, qui vont vous présenter la facturation électronique. Donc, bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Marie-Cécile Duval, donc expert comptable et associée de chez Grant Thornton, et je suis la directrice du bureau de Douai. Je vais laisser François se présenter. Donc, bonjour à tous, François Lucas, donc avocat fiscaliste au sein du bureau de Grant Thornton Avocat à Lille. Et on va vous présenter ce merveilleux sujet sur la facturation électronique. Nous avons également avec nous un participant de Cegid, donc qui est éditeur, Monsieur Despont. Je vais le laisser se présenter. Oui, bonjour, Jean-Pascal Despont, je suis accompagné de Sébastien Nicole. Effectivement, je représente Cegid, qui pour nous, le sujet de la facturation électronique, d'accompagner la profession comptable ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises est un sujet majeur depuis près de 3 ans maintenant. Surtout, si tu as des compléments, etc., tu n'hésites pas à intervenir. Comme on vous l'a mis en introduction, donc la facturation électronique, alors c'est effectivement une réforme fiscale, mais pas que. Donc ça, vous verrez au fur et à mesure de la présentation. Alors, on a un petit souci de souris. Alors, ça que comment je vais dire, que
le PowerPoint est très dense, donc le but est de vous présenter la facturation électronique, mais comme nous savons, en fait, comme nous savons que le PowerPoint sera diffusé, en fait, il y a des termes sur lesquels nous allons passer et vous aurez à disposition le support. Donc, on va vraiment expliquer les principaux points. Donc là, vous avez une présentation en fait des bureaux de Grant Thornton qui sont présents donc en France. Donc, nous avons 2800 collaborateurs, 155 associés, et avec une présence à l'international dans plus de 150 pays. Vous voyez la présence de Grant Thornton sur les points, en fait, sur les couleurs violettes, sur les couleurs grises, c'est une non-présence au niveau de Grant Thornton. Donc, si vous avez des besoins au niveau d'une installation à l'international, on est tout à fait à même de vous accompagner. Vous aurez également l'ensemble des métiers couverts par le cabinet, donc expertise audit. Alors ça, évidemment, c'est la base de tout métier d'expert comptable, hein, du conseil. Vous avez toute la partie juridique et fiscale. Et donc là, mon homologue effectivement, on est des équipes juridiques, d'avocats, en droit social, en droit fiscal, pour accompagner les entreprises à tout niveau dans le cadre de leur implantation et leur accompagnement au quotidien. Toute une partie transformation durable, évidemment, puisque c'est un gros sujet également que vous connaissez et qui a besoin d'être abordé également. Toute la partie deal advisory, c'est tout ce qui est transaction services, c'est-à-dire rapprochement ou cession d'entreprise, et l'outsourcing, où là, on est sur du contrôle de gestion, de la conso, cybersécurité, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai en prendre connaissance. Voilà les points que nous allons aborder, les différents points. Donc l'introduction, vous rappelez exactement ce que c'est la facturation électronique, toute la réglementation autour de la facturation électronique, les différents acteurs. Et donc, Cégide aura tout l'occasion d'intervenir à ce sujet. Les obligations de transmission des données, et on a prévu des cas d'usage. Donc, si on a le temps, on les passera. Sinon, on vous laissera en prendre connaissance parce que c'est vraiment hyper bien détaillé. Donc, la première partie, c'est l'introduction, donc avec le contexte international et européen, bien sûr, puisqu'il y a 2 volets dans cette facturation électronique. Les nouveautés en France, mais ce n'est pas si sûr. Vous verrez bien qu'en fait, c'est déjà utilisé. Les objectifs en termes de réforme et en fait l'impact au niveau de la TVA. Très bien, Marie-Cécile. On va tout de suite démarrer avec le contexte international de la réforme, puisque, comme vous pouvez le voir, cette réforme, elle concerne de nombreux pays, puisque à l'origine, cette refonte et cette volonté de digitaliser la facture, elle est très ancienne et elle a pour source l'Amérique latine, donc avec des pays comme le Mexique, le Brésil, qui sont en avance sur ces sujets de facturation électronique depuis très longtemps, puisque déjà depuis les années 2000, on a une volonté et un besoin, notamment pour lutter contre les fraudes à la TVA, puisque c'est l'un des objectifs de cette réforme. On a mis en place des moyens et la facturation électronique en fait partie. Comme le précisait Marie-Cécile, cette réforme, elle est internationale et aussi européenne, puisqu'elle est issue à la base d'une directive européenne qui est venue proposer un certain nombre de mécanismes pour faciliter cette digitalisation avec un cadre réglementaire qui a vocation à s'étaler en France, mais aussi dans les autres pays de l'Union européenne. On a également cette volonté pour 2028 de mettre en place cette réforme via ce qu'on appelle la directive VIDA, donc VAT in Digital Age, qui a pour objectif de poursuivre ce cheminement de la facturation électronique vers
les autres pays et faciliter ces échanges de données au niveau européen. On va peut-être s'intéresser maintenant aux aspects français avec Donc, comme on Chorus. disait, voilà, avec Chorus, comme on disait en introduction, une nouveauté de la facturation électronique, eh bien non, c'est pas si évident que ça, puisque depuis 2012, en fait, tout le monde connaît la plateforme qui est Chorus France, hein, et qui a permis de justement créer les échanges de facturation entre les administrations et les fournisseurs. Et depuis 2016, ça a été rebasculé et de toute façon avec une obligation d'utiliser Chorus Pro. Donc, comme il est noté, plus de 70 millions de factures hein, qui sont traitées sur cette sphère publique. Et donc, cette obligation de facture électronique interentreprise, en fait, est le dernier socle du maillon, puisque l'État l'utilise déjà, l'administration l'utilise déjà, et donc l'entreprise est là pour compléter cette chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chorus Pro restera l'outil de transmission des factures aux administrations. Ça, c'est un point qui est important. Comme on le rappelait au départ, l'objectif de cette réforme, c'est essentiellement la lutte contre la fraude à la TVA, puisque la TVA, c'est la principale recette de l'État. Comme vous voyez sur ce graphique, on est à plus de 285 milliards de TVA collectés. Et donc, l'objectif, c'est de continuer la collecte de cette taxe, puisque c'est un impôt qui permet, bien sûr, de financer toutes les dépenses publiques. Oui. Et comme on le sait, on en a beaucoup en ce moment. Il n'y a pas de réforme sur les dépenses. Oh, je suis allée trop vite, j'ai cliqué 2 fois. Alors, au niveau des objectifs de l'État, donc auprès de cette facturation électronique, c'est ce que François vous disait. Hein, le numéro 1, c'est renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, en fait, c'est de diminuer les coûts et de faciliter les déclarations avec à terme, donc ce ne sera pas pour 26 et 27, mais un pré-remplissage des déclarations de TVA. C'est-à-dire que tous les flux que vous allez envoyer dans la PDP, l'État va les recevoir et en fait pré-remplira les déclarations de TVA. Donc ce sera du contrôle. En fait, ce sera essentiellement du contrôle pour les collaborateurs qui font les déclarations de TVA. Le troisième point, ce sera la réduction des coûts et des délais de paiement, parce que vous verrez qu'il n'y a pas que la facturation électronique, mais nous avons également le e-reporting et vous verrez par la suite ce que ça en dit au niveau du e-reporting et ça va jouer sur les délais de paiement. Et le quatrième point, c'est plutôt du contrôle de gestion, je dirais, pour pouvoir piloter en fait beaucoup plus rapidement les activités de l'entreprise et en même temps les activités publiques et donc pouvoir piloter les politiques de manière un peu plus rapide. Donc, en pratique, on sait que cette réforme, certes, c'est une réforme fiscale, néanmoins, elle a d'autres avantages pour les entreprises, notamment pour gagner en productivité, en simplifiant toutes les démarches administratives. Par le biais de cette transformation digitale, eh bien, l'entreprise est censée réaliser des coûts, de réduction de ses coûts en termes de traitement des factures, puisque c'est l'un des objectifs en digitalisant de réduire le coût de traitement des factures. Une facture papier, en termes de coût, c'est à peu près 7 € par facture, plus ou moins. Hein. Plus ou moins 7, voire en fonction des entreprises. L'objectif, c'est de diminuer au moins par 2, voire 3, par le biais de cette réforme. Évidemment, ça va venir grâce à cette digitalisation et aussi par le biais de la réduction des délais de paiement, c'est ce que Marie-Cécile précisait. Et donc, pour ce faire, il y a une réelle importance d'accompagner, et en tout cas, nous, on est là aussi pour accompagner les entreprises dans cette démarche de digitalisation et de simplification pour à la fois sécuriser les flux financiers des entreprises
et bien sûr veiller à la compatibilité des systèmes d'information des entreprises avec cette réforme qui est à la fois fiscale, mais pas que. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement. Ouais, il faut cliquer qu'une fois. Il y a également un impact environnemental sur cette facturation électronique. En fait, il faut savoir que la France est l'un des derniers pays à le mettre en œuvre. Et dans le monde, en fait, 30% des flux sont déjà soumis à la facturation électronique. Donc, comme vous le voyez, je ne vais pas vous lire le slide, mais vous voyez que, en fait, le but, il y a quand même un impact environnemental sur le CO2, sur les arbres, etc., etc. Donc, le deuxième point que l'on va aborder, c'est la réglementation qui est relative à la facturation électronique. Donc, François va vous parler du glossaire, en fait, de cette facturation électronique, tout le régime juridique, le régime fiscal, et je vous parlerai du calendrier. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les définitions, puisque sinon on dépassera le délai imparti. Néanmoins, ce qui convient de rappeler, c'est déjà d'une part, cette facturation électronique, elle concerne les activités à l'intérieur. On va le voir un peu plus tard. On parle de facturation électronique, de invoicing dans les relations. On va le voir, il y a un calendrier. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que toutes les entreprises, de l'entrepreneur individuel jusqu'au très grand groupe, sont concernées par ce nouveau mécanisme de la facturation électronique. Et donc, on va avoir le e-invoicing, facturation électronique, dans les relations B2B, entreprise à entreprise. Pour les relations avec les particuliers, donc par exemple une entreprise qui serait dans le retail, un magasin, eh bien, à ce stade, on va parler du e-reporting, et donc c'est un autre pilier de cette réforme dite de la facturation électronique. Donc les flux B2C ne sont pas concernés à ce stade par le e-invoicing. Après, ce qu'on appelait le B2J, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Marie-Cécile en introduction avec Chorus. Eh bien, ça, ce mécanisme existera toujours. Puisque cette facturation électronique, son cycle de vie, on va le voir, sera important pour l'administration, puisque ça va lui permettre de suivre tous les stades d'avancement de la facture. On va voir après en détail les différents statuts qui sont obligatoires dans le cadre de cette réforme, notamment le dépôt de la facture auprès des plateformes partenaires. On va voir ce que c'est une plateforme partenaire. Est-ce que cette facture elle a été rejetée ou acceptée par cette plateforme? Si elle a été refusée, et après, un élément qui est aussi essentiel, c'est de savoir si cette facture elle est encaissée pour avoir ces données de paiement qui seront communiquées par le biais du e-reporting. On va détailler ça tout à l'heure. Bon, là, on vous a remis exactement toutes ces définitions. Donc, comme je le précisais, le e-invoicing, eh bien, c'est un nouveau mode de facturation. Concrètement, le e-invoicing, ce n'est pas une facture en PDF simple. On est réellement sur un nouveau mode de facturation. Et cette facturation électronique, eh bien, on aura obligation de faire appel à un intermédiaire. Et donc, intermédiaire, on a avec nous Cégide, tel que Cégide, mais il y en a d'autres. Intermédiaire qui doit être nécessairement agréé par l'État et qui doit remplir un cahier des charges strict pour bénéficier de cet agrément. Cette facturation, elle devra nécessairement passer par le biais de cette PDP, cette plateforme partenaire. Et donc, ce qu'on entend par invoicing, c'est bien ce flux de facturation dématérialisé par l'intermédiaire de cette plateforme partenaire. Ce qu'on appelle, ce que j'évoquais comme e-reporting, le e-reporting, eh bien, ce sont toutes les autres transactions qui ne sont pas concernées par le e-invoicing,
Donc, invoicing, ça concerne les transactions B2B. Le e-reporting, ça concerne les autres transactions, donc typiquement B2C ou B2J ou les autres transactions qui ne seraient pas internationales, par exemple, qui est internationale. Et donc, on a dans le e-reporting la transmission de ces transactions, mais aussi la transmission des données de paiement, puisque par le e-reporting, on va suivre, grâce à l'envoi de ces données, le paiement des factures. La facture X, ça c'est l'un des moyens, c'est pour ça qu'on mentionne facture X, c'est l'un des 3 moyens qui est utilisé, un des formats qui est reconnu comme, comme une facture dite électronique au sens des textes. En fait, parce que c'est un peu long. Très bien. Alors, j'évoquais juste avant la plateforme partenaire, donc on en a parlé. Après, c'est bon. Voilà, parfait, c'est bon, merci. Donc, la plateforme partenaire, eh bien, pendant un moment, on avait des doutes sur l'obligation ou non d'utiliser une plateforme partenaire. Là, maintenant, ça a été totalement confirmé. Toutes les entreprises devront nécessairement utiliser une plateforme de dématérialisation partenaire dans le cadre de ce sujet de la facturation électronique. C'est une obligation et le portail dit de facturation de l'État, donc le portail public de facturation, PPF, eh bien, lui aura pour vocation de gérer et d'administrer ce qu'on appelle l'annuaire des entreprises. Toutes les entreprises seront centralisées, on aura les données des entreprises dans ce portail public de facturation. Au niveau juridique et donc au niveau après fiscal, eh bien, ces factures, elles ont la même forme, enfin la même validité qu'une facture papier. Et ce qui est important, c'est que l'élément électronique, le fait que ça soit un document électronique, ne va pas altérer sa validité juridique. Au contraire, on va quand même renforcer un certain nombre de mécanismes, notamment pour prouver l'origine et l'intégrité de cette facture. Désormais, on a aussi dans les textes cette fiabilité et cette équivalence entre un document juridique et un document papier. Donc effectivement, comme on vous l'a précisé avant, l'ancien régime, pour faire une conclusion, l'ancien régime permettait d'envoyer des factures au format Word, Excel, PDF ou même des photos, des JPEG, et le mode de transmission était libre, c'est-à-dire vous pouviez faire ça par courrier, par mail, fax c'est quand même vieux, je pense que plus personne l'utilise, mais en fait vous étiez libre au niveau de la de la transmission et du format de la facture. Aujourd'hui, c'est pareil, fiscalement, en fait, vous aviez normalement l'obligation de faire ce qu'on appelle une PAF, donc une piste d'audit fiable, ça on en reparlera après, mais il n'y aura plus d'obligation dans le nouveau régime. Donc, le nouveau régime, vous êtes, réglementé par un cadre, donc il y a un calendrier. Le mode de réception et de transmission n'est plus du tout libre. Vous devez passer par certains formats. Il y a 3 formats en fait obligatoires selon le socle que l'on découvre ensuite. Donc, vous voyez que tout en haut, ce que je vous disais, tout ce qui est PDF, Excel, Word, on oublie. Les facturettes papier, on oublie, ce n'est plus conforme. Ce qui est conforme et qui va le rester avec une autorisation jusqu'au 31/12/27, c'est le PDF. Le PDF sera encore conforme, mais les plateformes auront à charge de transmettre sous un certain format, en fait, cette facture
facture PDF que vous allez émettre. Et les 3 formats qui sont recensés, c'est l'UBL, l'EFX qui est la facture X et le C2I. Donc, je vous explique brièvement, mais on va y revenir. L'UBL, c'est un format de langage universel, business, qui est basé sur de l'Excel, c'est du XML. La facture X, qui est un format hybride et qui est le plus connu en fait, et donc qui est sous forme de PDF et de XML. Et le C2I, qui est une facturation, je vais dire une facture intersectorielle, et c'est très bien pour les normes internationales. En fait, le C2I est très bien pour les normes internationales. Donc, le mode de transmission unique, vous voyez que sur le haut d'une entreprise A qui se trouve ici vers une entreprise B, c'est fini. Vous ne pourrez plus faire du schéma direct de transmission de facture. L'entreprise A va devoir souscrire à une plateforme privée, donc PDP, qui, cette plateforme privée, va envoyer le flux vers la PPF, c'est-à-dire le portail public de facturation. Et cette PPF va envoyer le flux vers la PDP de l'entreprise B. C'est vraiment le schéma qui est important. Donc, vous voyez que tout sera centralisé par les impôts. Le calendrier pour mettre en place toute cette belle réforme, donc tout le monde est censé pouvoir réceptionner, donc quelle que soit la taille de l'entreprise, vous voyez qu'on parle de grandes entreprises, d'ETI, de TPE et de PME, on vous a remis les seuils, donc c'est vraiment tout le système économique est censé pouvoir réceptionner les factures au format électronique à partir du 1er septembre 2026. Donc, autant dire que c'est demain. Par contre, émettre, ce sont les grandes entreprises et les ETI au 1er septembre 2026. Les TPE et les PME auront l'obligation d'émettre à partir du 1er septembre 2027. Et pour connaître les seuils, en fait, c'est l'application du dernier bilan au 1er janvier 2025. Donc, la dernière clôture avant le 1er janvier 2025. Le point 3 que nous allons voir, ce sont les assujettis, les schémas. Donc, on va vous représenter des schémas. Et en fait, ce que François vous parlait tout à l'heure sur l'archivage et l'authentification de la facture. Alors, donc, comme on le rappelait au départ, les acteurs qui sont donc soumis à cette réforme de la facturation électronique, ce sont majoritairement les assujettis à la TVA. Et on va préciser, on va surtout s'intéresser aux assujettis qui vont travailler en relation B2B, donc entre entreprises, et qui auront donc l'obligation de transmettre ces données via e-invoicing. Les non assujettis à la TVA, donc typiquement les particuliers, mais aussi on a les associations, donc certaines associations qui n'ont pas d'objet commercial, mais également toutes les entreprises qui ne sont pas établies à la TVA en France, eh bien, elles sont hors du champ de la réforme. Néanmoins, dû à la réforme e-invoicing. Sauf que l'entreprise doit quand même en tenir compte dans ce qu'on verra être le e-reporting. Donc, comme le précisait Marie-Cécile, on a nécessairement aujourd'hui l'obligation d'utiliser cette transmission via une plateforme partenaire privée, donc cette PDP, pour pouvoir transmettre les données à l'entreprise, au client entreprise B. Donc A doit nécessairement utiliser une plateforme partenaire qui aura pour charge d'aller communiquer les données auprès du PPF, de l'administration fiscale, mais aussi pour transmettre les données auprès de cette plateforme qu'utilise l'entreprise B, qui va elle-même récupérer les informations
Dans certains cas, en fonction du niveau de digitalisation de l'entreprise, eh bien, certains vont aussi utiliser des opérateurs de dématérialisation, des OD, qui auront pour objet de procéder à ce lien entre l'entreprise et la plateforme partenaire. En pratique, ce qu'on évoquait, c'est que toutes ces données, eh bien, elles ont vocation à être collectées auprès de l'administration et l'administration fiscale va les traiter pour pouvoir demain faire ses contrôles et aussi, à plus ou moins long terme, pré-remplir les déclarations de TVA. Sur les pré-remplissages des déclarations de TVA, à ce stade, il n'y a pas de calendrier. En tout cas, on sait que c'est ce qui sera envisagé une fois que la réforme sera déjà bien en place. Déjà, je pense qu'ils attendent que les PME s'y mettent pour pouvoir avancer de toute façon. Donc, juste en termes de glossaire qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, hein, OD, bon, je viens de préciser, c'est un opérateur de dématérialisation. Eh bien, son rôle d'opérateur de dématérialisation, lui, il est là pour transmettre la facture et dans le format attendu peut-être auprès de la plateforme. La plateforme partenaire, elle, son rôle, c'est de transmettre les données auprès de l'administration fiscale dans le format attendu, tel que évoqué par Marie-Cécile, en facturis, C2I ou UBL. Ça, c'est vraiment son objectif premier. Après, il faudra être aussi vigilant dans les contrats que vous allez conclure avec ces plateformes partenaires pour savoir qui a la responsabilité de transmission et pour éviter tout écueil demain en cas de conflit avec une plateforme partenaire, puisque toutes les entreprises devront travailler avec ces plateformes. Donc, l'objectif de cette réforme, c'est donc dématérialiser les factures et donc pour trame de fond, on a des obligations en termes de validité de cette facture. Aujourd'hui, une facture papier, Marie-Cécile évoquait tout à l'heure la piste d'audit fiable, eh bien, une facture papier, lorsqu'une entreprise va réaliser et émettre une facture auprès d'un client, eh bien, si c'est une facture papier, on doit s'assurer de l'origine de la facture, autrement dit, valider que il y a une réalité économique derrière cette facture, que ce n'est pas une fausse facture, entre guillemets. Et donc, par ce biais-là, on doit s'assurer de l'origine de la facture, donc valider qu'elle vient bien de moi, entreprise A, et déterminer qu'on va bien la faire vers l'entreprise B. Donc, c'est ce qu'on appelle l'authenticité de cette facture. On doit également être en mesure de valider son contenu, puisqu'il y a des mentions obligatoires à cette facture. Ces mentions, eh bien, on le verra un peu plus tard, elles vont être étoffées pour inclure des nouvelles mentions pour tenir compte de cette réforme de la facturation électronique. Ces mentions obligatoires, vous le savez, en cas d'omission, aujourd'hui, on a des pénalités qui s'élèvent à 15 € par mention, par facture. Donc, en cas de contrôle, eh bien, l'administration fiscale ça peut arriver, vous appliquer des pénalités qui peuvent quand même chiffrer assez facilement, puisque en fonction de la volumétrie de facture, eh bien, on est à 15 € de pénalité par facture et par mention. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant dans le cadre de la conception de cette facture. Cette facture, elle aura demain, dans le cadre de la facturation électronique, l'obligation de rester lisible. Autrement dit, on devra, la plateforme et l'administration devraient être en mesure de la lire sur papier, en tout cas de pouvoir l'imprimer, et de la lire sur un écran. Je vais passer assez rapidement sur les différentes méthodes dites de scellement, de la facture, d'archivage, puisque là, on va être sur des éléments assez techniques, informatiques. Tout ça pour dire que ces factures, les trois socles de factures qu'on a évoqués au départ, donc UBL, C2I et facture X, elles ont pour objectif de signer électroniquement ces factures et donc d'assurer
la validité de ces différentes conditions remplies pour que ça soit rempli par le code des impôts. On vous a mis aussi d'autres éléments pour valider cette typologie d'archivage. Puisque ces factures, elles ont aussi comme toute facture, hein, on sera dans l'obligation de poursuivre leur archivage et d'être conservées, donc toujours pendant une certaine durée, donc ici pendant 10 ans, pour valider en tout cas la comptabilité, la fiscalité et toutes les opérations de l'entreprise. Sur cet archivage, ce qui est important, c'est de choisir aussi une plateforme partenaire qui va archiver vos données électroniques, idéalement, et c'est aussi pour ça que ces plateformes, elles doivent être agréées par l'administration fiscale et par les autorités aussi européennes. Elles ont un cahier des charges assez strict pour notamment l'archivage et la sécurisation des données, pour garantir que ces données, elles ne vont pas être logées dans des pays qui ne respectent pas certains droits. Et donc, on aura l'obligation d'être en mesure d'être conforme aussi aux règles européennes en matière d'archivage des données. Et c'est en ça où les textes sont assez stricts, et je pense que Ségide pourra expliquer davantage. Mais en tout cas, il y a des normes assez strictes en matière d'archivage de données. Le quatrième point que l'on voulait voir également, ce sont donc, on en a parlé brièvement, mais les mentions obligatoires. Vous verrez qu'il y en a quelques-unes complémentaires. Refaire un point sur le e-invoicing, le e-reporting et différents cas de figure. Donc, la première partie, ce sont les mentions obligatoires qui seront donc obligatoires au 1er septembre 2026. Donc, il y en a 26. Je ne vais pas les reprendre une à une. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, il y en a 21 obligatoires. Donc, vous en avez 5 complémentaires que nous verrons après. Je vous les ai détaillés. Mais il faut savoir qu'il y en a déjà qui les appliquent. Mais néanmoins, tout ce cahier des charges devra être obligatoire. Et comme François vous le disait tout à l'heure, si ce n'est pas fait, il y a des amendes et je pense même que ça risque de bloquer au niveau de la transmission de la facturation. En ce qui concerne les autres mentions obligatoires, parce qu'effectivement l'État ne s'arrête pas là, c'est qu'au 1er septembre 2027, il y en aura 8 complémentaires. C'est-à-dire qu'on en a 21 aujourd'hui, 26 au 1er septembre 26 et 8 complémentaires au 1er septembre 27. Donc ça, c'est pareil. Je vous laisserai en prendre connaissance puisque je ne vais pas les détailler. Il faut savoir qu'il reste quand même une exception puisqu'on demande dans les formations obligatoires en fait le type de prestations que vous allez délivrer ou le type de marchandises que vous allez livrer, etc. Il faut être très précis sur la facture. Il y a quand même une exception pour les personnes qui sont soumises au secret professionnel, où là, la dénomination précise du bien livré ou du service rendu peut être un peu plus, je vais dire, en tout cas un peu moins détaillée. Là, je vous ai remis les mentions obligatoires pour la période de tolérance jusqu'au 31/12/2027 sur les facturation au format PDF, parce que je vous rappelle qu'on a le droit encore jusqu'au 31/12/2027 d'émettre la facture au format PDF et à charge pour la PDP de transmettre dans le bon format. Donc là, vous devez absolument respecter ces 21 mentions obligatoires. Donc les 5 nouvelles mentions à compter du 1er septembre 26 ou 27 selon la taille de votre entreprise. Donc, il y a le numéro sirène de l'assujetti, le numéro sirène de votre client, l'adresse de livraison, si jamais elle est différente de celle de l'adresse de la facturation, la nature des opérations, donc c'est ce que je vous disais, livraison de biens ou prestation de services,
et avec du détail. Et c'est là où, pour les personnes soumises au secret professionnel, il y a une tolérance. Et la cinquième, c'est l'éventuelle option pour le paiement de la TVA d'après les débits. Alors, il faut savoir que sur les 5, il y en a déjà sur l'option de la TVA sur les débits, c'est bien souvent indiqué, mais certaines entreprises ne le notent pas. Là, ça sera vraiment une mention obligatoire. Et capricieuse à la souris. Donc, pour rappel, donc, concrètement, si on résume ce qu'est le e-invoicing, donc, au départ, c'est un format de facture qui est nouveau. Donc, concrètement, c'est les 3 formats dont on a évoqué, donc C2I, UBL ou facture X. On a une deuxième obligation qui est le fait de transmettre ces factures par le biais d'une plateforme de dématérialisation partenaire. On devra également, l'entreprise ainsi que sa PDP, mettre à jour et suivre le cycle de vie de cette facture, donc avec les différents statuts sur la vie de cette facture. Et enfin, de transmettre toutes ces données de facturation à l'administration fiscale. Donc, in fine, on aura demain un contrôle qui pourra être fait bien en amont des factures par l'administration fiscale et un contrôle qui pourra être fait en temps réel puisque ces données, on doit les transmettre dans les 24 heures. Concrètement, c'est une révolution quand même en matière de contrôle aussi demain pour les entreprises et les autorités fiscales. Surtout qu'à aujourd'hui, en fait, les entreprises sont obligées d'émettre le FEC. Le FEC qui est le fichier d'écriture comptable. Et donc, cette obligation, alors c'est obligatoire avec le bilan. Là, on ne peut pas y déroger. Donc, l'administration fiscale est déjà, peut traiter en amont, en tout cas, des contrôles, peut faire des contrôles dans les entreprises. Normalement, les entreprises doivent émettre, enfin en tout cas stocker un FEC avec la TVA. Très peu le font aujourd'hui sur cette sauvegarde de FEC. Demain, avec la facturation électronique, en fait, le FEC, ils n'en auront pas besoin. Ils pourront vraiment contrôler d'une autre manière. Là, ce qu'on vous montre, ce sont les formats de facture, les 3 formats de facture en tout cas qui existent. Je vais laisser Cégide présenter ces formats de facture puisque vous avez participé justement à la mise en place avec l'État sur ces formats de facture en sachant que la facture X, c'est la plus connue et la plus adaptée aux TPE-PME. Oui, bonjour. Oui, je peux préciser peut-être avant, dans la continuité des dates que vous avez données, peut-être préciser nous comment nous travaillons sur les tests et où nous en sommes dans les échanges que l'on a avec la DGFiP. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bêta-tests qui vont commencer à partir de mars 2025 pour commencer avec certaines PDP à avoir des échanges, que cette extension va être élargie au mois de juillet 2025 et que l'on anticipe que l'administration va vouloir pousser les entreprises à choisir leur PDP d'ici la fin de l'année 2025 pour pouvoir les entreprises puissent commencer de réels tests d'échange de données avec l'administration fiscale à partir de, on va dire, mars 2026, et avec l'objectif d'être prêt en septembre 2026. Donc ça, c'est peut-être pour compléter ce qui a été dit, ce que je peux vous dire sur les pilotages. Ensuite, sur les formats de facture, pour nous, il y a 3 enjeux majeurs autour de ces formats. D'abord, là où on avait une image, on va avoir des données. On va avoir des données dématérialisées, déjà dématérialisées. Donc, ça ouvre des possibilités pour calculer les TVA, pour faire un certain nombre d'opérations automatiquement très importantes, là où avant, on est obligé d'utiliser des outils
ou l'être humain, on va dire, pour ressaisir ces données qui étaient sur des factures. Aujourd'hui, FactureX, effectivement, comme vous l'avez dit, Marie-Cécile, est le format qui est le plus plébiscité par les éditeurs. Il y a fort à parier que ce soit le format qui soit majoritaire largement devant les deux autres formats. Tous les logiciels de facturation pourront émettre une solution et une FactureX. Sinon, ils n'existeront plus à partir de septembre 2026. Donc, tous ces logiciels-là permettront d'émettre ça. Par contre, certains vous laisseront libre d'aller le déposer sur une PDP ou vous obligeront à avoir une PDP en lien avec leur logiciel. La PDP ne fait que transporter, mais c'est le service d'OD qui va assurer tous les traitements intermédiaires entre PDP. Donc c'est pour nous ce qui est le plus important, ça va être le traitement de ces données, ce qu'on peut en faire. L'administration fiscale oblige à avoir les en-tête et pieds de page. Elle n'oblige pas, même si elle le décrit dans son cahier des charges, elle n'oblige pas à ce que les PDP communiquent tout le contenu des factures. Donc nous, le deuxième enjeu, c'est d'avoir accès à ce contenu et de pouvoir intégrer dans les logiciels de gestion tout le détail des lignes qui permet de faire des analyses qui vont beaucoup plus loin qu'une déclaration de TVA qui sera le strict minimum, on va dire. Donc voilà ce que je peux dire sur sur ces formats de factures. Les PDP seront dans l'obligation de traiter les trois. Et oui, nous anticipons que ce soit le format FactureX qui soit privilégié. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça, je pense qu'on va passer parce que c'est un rappel. On a déjà parlé quand même pas mal de la transmission. Donc là, ce qui est important, c'est le cycle de vie d'une facturation. Vous voyez ici qu'il y a en fait 4 statuts obligatoires. Donc vous les voyez avec les petits points bleu-vert. Il y en a 5 qui sont recommandés. Donc ici en orange, et il y en aura 5 de libres. Et en fait, ce sont ces statuts que les plateformes sont en train de traiter. Donc, si vous voyez, par exemple, si on prend un chemin, vous déposez, en fait, le fournisseur va déposer sa facture, ce sera émis par la plateforme, reçu par la plateforme de l'acheteur, soit elle est rejetée, et auquel cas, c'est la fin du cycle de vie de cette facture électronique, ou elle est validée et auquel cas elle sera mise à disposition et prise en charge, puis ensuite approuvée, etc., jusqu'à l'encaissement. D'accord ? C'est vraiment en fait le cycle de vie de la facture électronique. Je pense que tous ces points, on va passer. C'est en fait ce que je vous expliquais avec les statuts obligatoires, les statuts recommandés qui sont approuvés, pris en charge, etc. On vous laissera lire en détail. Et donc, c'est ce que François vous disait tout à l'heure, les données de facturation doivent être forcément transmises à l'administration fiscale dans un délai de 24 heures. Il n'y a pas de dérogation possible à ce délai. Et les sanctions, notamment sur les pénalités. Oui, bah ça, ces sanctions, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les sanctions sur les mentions obligatoires, elles restent. Donc, sauf que là, on va mettre plus de mentions. Donc, il y aura encore plus de facilité pour avoir des pénalités. Donc, 15 € par mention, mais avec des plafonds. Là, 15 000 € par an, c'est quand même des sommes assez significatives. Et donc, l'enjeu aussi, ce qui est majeur, c'est surtout aussi la non-déductibilité de la TVA. Oui, tous les risques qu'on connaît. Mais il y a également des sanctions pour la PDP qui, elle, risque de perdre son agrément si elle transmet des factures qui ne sont pas dans le format, en tout cas, attendu. Et enfin, l'un des derniers points que vous voulez voir avec vous, c'est l'e-reporting. Alors ça, c'est le deuxième volet en fait de cette réforme. Qu'est-ce que c'est l'e-reporting ? Eh bien, ce sont toutes les transactions
donc pour une entreprise qui est assujettie à la TVA, de transmettre les informations pour un autre assujetti, non, pas pour un autre assujetti, pour une autre personne qui, elle, n'est pas assujettie à la TVA en France. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le B2C, donc par les opérations de caisse, ou les entreprises qui ne sont pas établies en France, donc à l'international. Et donc ça, c'est pareil, une réforme qui est obligatoire avec la réforme de la facturation électronique. Et en même temps, il y a ce e-reporting qui doit transmettre les données de paiement en cas de prestation de service avec option d'achat, avec option de TVA à l'encaissement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le e-reporting de paiement et ça, effectivement, c'est pareil. C'est pour contrôler en fait toutes les TVA qui sont à l'encaissement. Donc ici, vous voyez que vous avez l'entreprise A qui travaille, enfin qui émet en tout cas des transactions avec monsieur et madame, avec une association qui, elle, n'est pas assujettie à TVA ou avec des entreprises établies, non établies en France. Eh bien, toutes ces factures, effectivement, elles vont partir vers ces personnes, mais il faut que l'administration qui est ici tout en bas puisse récupérer les infos. Et pour pouvoir récupérer les informations, ça ne sera pas monsieur, madame ou l'entreprise internationale qui va les envoyer, ce sera l'entreprise qui va envoyer ce qu'on appelle le e-reporting, donc des informations sur les transactions et sur les paiements via la PDP qui, elle, devra transmettre les informations aux impôts. Donc, si je peux juste compléter sur le e-reporting, ce qui convient aussi de retenir de façon très pratique, une entreprise assujettie à la TVA qui traite à la fois avec des clients B2B et des clients B2C ou non assujettis, type des associations, eh bien, elle devra gérer 2 systèmes différents. Tout à fait. Elle devra gérer le e-invoicing pour les B2B en France. Mais si elle a des particuliers, eh bien, les particuliers, ils ne vont pas recevoir une facture sous format e-invoicing. C'est pas possible. Ils vont recevoir peut-être un PDF comme d'habitude, ou une facture papier, ou un ticket de caisse. Mais l'entreprise devra être en mesure de communiquer ces données auprès de l'administration via le e-reporting. Tout à fait. Donc, sur le même schéma que le e-invoicing, vous avez des obligations, en fait des informations obligatoires à transmettre. Vous voyez que sur le B2C, en fait là, il y en a 10. Sur l'international, on revient sur les 26 qui sont obligatoires à partir du 1er septembre 2026. Alors, ces données en matière de e-reporting, elles sont communiquées 3 fois dans le mois par la plupart des entreprises, donc tous les 10 jours, donc par décade, donc pendant 3 fois dans le mois, eh bien, toutes les données de transaction, donc typiquement avec ces B2C ou non assujettis, eh bien, sont communiquées à l'administration fiscale via les plateformes partenaires 3 fois dans le mois ou 1 fois dans le mois si on est... Tout dépend du régime de TVA, en fait, si vous êtes au régime réel normal ou simplifié, ou trimestriel. S'agissant du e-reporting de paiement, c'est ce qu'évoquait Marie-Cécile tout à l'heure, là on est plutôt sur l'encaissement, puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien l'émetteur de la facture, donc celui qui va recevoir l'encaissement, qui doit être en mesure de communiquer ces informations auprès de l'administration fiscale. Et donc, ces informations sur les données de paiement, elles sont communiquées, cette fois-ci, 1 fois dans le mois auprès de l'administration fiscale via la plateforme partenaire. Toujours en termes de sanctions, eh bien, il y a des sanctions qui sont aussi assez lourdes, qui s'élèvent quand même à 250 € par transmission omise. Et toujours le risque de perte d'agrément pour la PDP. Toujours risque de perte d'agrément pour la PDP et pour l'entreprise de non-déduction de la TVA. Donc, on en a fini avec cette présentation. On vous a préparé des cas d'usage de factures standards. Alors, vous verrez, il y a 3-4 cas d'usage. On vous laisse prendre connaissance de ces cas d'usage. Vous verrez, c'est très bien expliqué. Ça vous permettra de vous
conforter, en tout cas, et de vous familiariser avec cette nouvelle réforme, si l'on peut dire que ce soit une nouvelle réforme, puisque Chorus existe déjà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour la présentation. J'espère que ça a été clair et que ça a répondu à toutes vos interrogations. On est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et normalement, il doit avoir nos coordonnées à la fin des slides. Dans les cas d'usage, il y a un cas sur typiquement la vie de tous les jours sur les restaurants, la vie des entreprises. Ça, c'est la vie de tous les jours. Et c'est un cas vraiment très pratique sur les notes de frais. Vous verrez que ça, ce sera très utile de le lire. Très bien. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation ainsi que Monsieur Despont. Donc, intervention très enrichissante. Merci. Donc, on va transmettre cette présentation à l'ensemble des personnes qui ont participé au webinaire. Ce qu'on vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher directement de Monsieur Duval ou Monsieur Lucas. Les coordonnées seront à la fin de la présentation. Voilà. Merci beaucoup. Excellente journée.